L'approche motivationnelle. Cette vidéo parlera de l'approche motivationnelle, plus particulièrement sur ce que c'est, sur les personnes visées, les 5 étapes de l'approche motivationnelle, le rôle de la personne versus le rôle de l'intervenant, les formations possibles et un exemple concret. Ce que c'est. En fait, l'approche motivationnelle vient de l'approche humaniste. L'approche motivationnelle vise à prendre le contrôle de sa situation et de sa problématique. L'approche motivationnelle est utilisée pour plusieurs clientèles et pour plusieurs problématiques, comme nous allons le voir plus tard. Cette approche est centrée sur la personne et elle valorise l'autonomie de la personne. Pour les clientèles visées, en fait, les personnes ayant des problématiques de santé mentale, vivant de la violence, les personnes aînées, les jeunes ayant des troubles de comportement, les personnes vivant avec une déficience physique, neurologique et intellectuelle peuvent être des clientèles visées. En fait, plusieurs personnes et la majorité de la population peuvent être visées par l'approche motivationnelle, car c'est une approche qui est simple, elle n'est pas trop complexe et elle est accessible à tous. Dans l'approche motivationnelle, il est important de comprendre qu'il y a 5 grandes étapes. La première est l'étape de la précontemplation, la deuxième de la contemplation, la troisième de la préparation, la quatrième de l'action et la cinquième, celle du maintien. L'étape de la précontemplation, qui est la première étape, est souvent caractérisée par un déni. Mais le déni est particulièrement causé par la peur. De plus, la personne refuse de comprendre qu'elle a une problématique. Elle croit généralement que les spécialistes se sont trompés et ne lui ont pas donné le bon diagnostic. L'étape de la contemplation est caractérisée par la prise de conscience du problème. La personne accepte qu'elle a un problème et elle admet qu'elle veut changer. Elle veut s'aider elle-même dans sa problématique. Elle peut en parler à ce moment-là à sa famille et à ses proches. La troisième étape est l'étape de la préparation. L'étape de la préparation est caractérisée par une planification de moyens et d'outils pour s'aider dans la problématique de la personne. Alors, la personne, à ce moment-là, peut avoir besoin d'un éducateur spécialisé et de d'autres personnels professionnels pour l'aider dans ses démarches. La quatrième étape est celle de l'action. La personne met en place les moyens et les outils qu'elle a planifiés lors de l'étape numéro 3. La personne est motivée à faire des changements dans sa vie. Souvent, à cette étape, les éducateurs spécialisés et les autres personnels de la santé aident la personne dans son problème. La dernière étape est celle du maintien. En fait, c'est le maintien des moyens et des outils que la personne a mis en place, avec l'aide ou non de professionnels de la santé. Cette étape perdure dans le temps. En fait, plus particulièrement, la personne peut avoir cette étape jusqu'à sa mort. Il est important de savoir que pendant le processus au complet, donc de l'étape 1 à la dernière étape, la personne peut rechuter, peut avoir des moments de faiblesse. Il est important que les gens qui l'entourent et les professionnels suivent le rythme de la personne, car c'est un processus que chacun y va à son rythme. Il ne faut jamais oublier de valoriser la personne pour l'aider à ne pas rechuter. Il faut être très positif avec elle. Dans l'approche motivationnelle, le rôle de la personne est actif. La personne doit s'impliquer au maximum. Il faut comprendre qu'elle est le maître d'elle-même. Il faut l'aider à lui faire comprendre qu'elle est le maître d'elle-même et que ce n'est pas l'éducateur qui va prendre les responsabilités et qui va faire le processus pour elle. Elle est la seule qui peut le faire. L'intervenant est là pour l'aider. L'intervenant doit suivre le rythme de la personne. Il doit l'aider à trouver des outils et des moyens lors de l'étape de la préparation et l'aider lors de l'étape de l'action. L'intervenant doit valoriser la personne tout comme sa famille. Et alors, l'intervenant est là pour aider la personne tout au long de son cheminement, de l'étape 1 à l'étape 5. Il est très important que la personne ne se sente pas jugée, autant par les intervenants que par sa famille.
Elle ne doit pas se sentir jugée face à sa problématique, ni aux moyens et aux outils qu'elle tente de mettre en place pour s'aider elle-même. La personne peut avoir une perte de motivation, et ça, il est important d'en prendre conscience pour l'aider à retrouver cette motivation. Il faut prendre en considération également que s'il y a une comorbidité, il faut agir sur uniquement un problème à la fois. Une comorbidité est la présence de 2 troubles en même temps chez la personne. Pour pratiquer l'approche motivationnelle, tout le monde peut le faire. Par contre, ceux et celles qui souhaitent avoir une formation, ils peuvent. Les formations sont accessibles à tous et à toutes. Il ne faut pas nécessairement être un professionnel de la santé pour être capable d'assister aux formations. Les prix sont très différents d'un établissement à un autre. Pour mes recherches, les formations que j'ai trouvées étaient principalement à Montréal. À Montréal, il y a des formations au coût de 20-40 $ et d'autres plus autour de 100 à 150 $. Alors, il est important de bien choisir la formation. De plus, il y a différents niveaux lors des formations pour mieux apprendre l'approche motivationnelle. Pour mieux comprendre l'approche motivationnelle, voici un exemple. Aline a 24 ans. Elle est infirmière et elle vient tout juste de se faire diagnostiquer un trouble d'anxiété généralisée. Alors, lors du processus, en fait, Aline commence par refuser qu'elle a un trouble d'anxiété généralisée. Elle dit que c'est les médecins qui se trompent. De plus, quelque temps après, elle accepte son trouble et elle veut changer les choses pour mieux vivre avec celui-ci. Lors de la 3e étape, elle planifie des moyens pour s'adapter. Elle aimerait voir un psychologue et elle aimerait apprendre à contrôler son trouble. Voici les outils et les moyens qu'elle aimerait utiliser. Alors, quelque temps après, Aline prend un rendez-vous avec une psychologue et celle-ci l'aide concrètement à apprendre et à contrôler son trouble à l'aide d'une médication. Et elle lui conseille de prendre du temps pour elle. Aline continue de voir un psychologue 1 fois par mois depuis 3 ans. Et elle prend une petite médication pour l'aider à contrôler son trouble d'anxiété généralisée. Pour le cas d'Aline, l'intervenant doit l'aider à trouver un psychologue qui lui convient. Il peut l'accompagner chez le médecin si elle le souhaite. Il doit la valoriser et l'aider à identifier les moments où son trouble est plus intense pour pouvoir diminuer ces moments et donc diminuer l'ampleur de son trouble dans sa vie. Cette vidéo est faite par Jade Aymon, une étudiante en technique d'éducation spécialisée au Cégep de Sainte-Foy.